Donc bonjour. Je vais essayer donc de faire une présentation chronologique en fait de ces deux termes, donc psychose maniaco-dépressive et troubles bipolaires. Je me suis concentrée uniquement sur l'évolution des termes dans le milieu médical, celui de la psychiatrie, tout simplement parce que je pense que mes collègues vont développer par la suite l'apport que la psychanalyse a pu avoir et a aujourd'hui sur ce thème. Pour commencer, nous allons voir l'histoire de l'apparition du terme de psychose maniaco-dépressive. Celui-ci est apparu assez tard dans l'histoire de la psychiatrie, mais bien avant était utilisé le terme de manie et de mélancolie. La manie dans l'Antiquité gréco-romaine est considérée comme un symptôme et non comme une maladie. Elle devient progressivement une entité spécifique sans que l'on puisse véritablement dater ce changement. Je me réfère ici à la nouvelle histoire de la psychiatrie. Ce qui ressort est que la manie est une aliénation sans fièvre. Elle est à l'époque assimilée à la folie. Et point important, on considère que son siège est dans la tête. La mélancolie, quant à elle, présente deux sentiments spécifiques, la tristesse et la crainte. On attribue notamment à la bile noire de jouer un rôle important dans cette affection. Nous pouvons voir que déjà à l'époque est soulevée la question du lien entre manie et mélancolie. Le concept de mélancolie couvrira au long du Moyen-Âge un champ de plus en plus vaste de l'aliénation mentale. Par la suite, les avancées progressives de la physiologie et la création des asiles vont nous mener à la naissance de la psychiatrie du début du XIXe siècle. À cette époque, Pinel va réunir médecine et philosophie et va clairement questionner l'importance des passions dans l'origine de la folie. Les passions humaines seraient donc à l'origine de l'aliénation de l'esprit. Esquirol suivra cette approche, mais contrairement à Pinel, ne sera pas pour l'éradication des patients comme mode de traitement possible de l'aliénation de l'esprit. Une idée importante qu'Esquirol soulignera est la ressemblance entre les passions humaines et l'aliénation mentale. Il dira même qu'il n'y a pas de différence de nature entre passion et folie, mais uniquement une différence quantitative. De cette approche va découler une tentative de traitement moral ou rationnel du patient. La place de la maladie chez ces deux auteurs est très La place de la manie chez ces deux auteurs est très intéressante car elle va être représentative pour eux de la folie curable. Par ailleurs, Esquirol va diviser ce que l'on appelait mélancolie en deux groupes, la lipémanie et la monomanie. La première correspondant à un état de tristesse qui peut être pathologique par sa seule intensité. Est-ce que c'est ce que l'on nomme aujourd'hui dépression ? La monomanie, quant à elle, serait plus du côté du délire, ou du moins de ce que l'on nommait folie à l'époque. J'en arrive maintenant plus précisément à l'apparition du terme de psychose maniaco-dépressive. D'après les manuels de psychiatrie, c'est Kraepelin qui aurait introduit ce terme, notamment dans son grand traité de psychiatrie, dont la première édition est de 1883. En fait, lui parle de folie maniaco-dépressive, et non pas de psychose. Il semble que les premiers à avoir utilisé le terme de psychose maniaco-dépressive soient Paul Camus et Gaston Denis en 1907, dans un écrit intitulé « Les folies intermittentes ». Dans la folie maniaque-dépressive, il considère la folie maniaco-dépressive comme une maladie qui peut se subdiviser en différents états ou accès de la maladie. Les états maniaques, ceux mélancoliques ou dépressifs, et les états mixtes où l'on retrouve des manifestations maniaques et mélancoliques. Le critère le plus important pour Kraepelin est celui du pronostic. La folie maniaco-dépressive est considérée comme endogène par cet auteur. Différents troubles psychiques la caractérisent. Les fonctions de la mémoire, ce qu'il nomme la perception, les fonctions de l'attention peuvent être touchées. Il parle aussi de la présence de souvenirs erronés, de troubles sensoriels, où il abordera notamment le délire. Il parlera aussi de la productivité mentale, de l'inhibition de la pensée, d'idées délirantes en incluant dans celle-ci l'hypocondrie et des idées de persécution. De manière générale, il semble mettre plusieurs formes de troubles psychiques sous la bannière de la folie maniaco-dépressive. Nous trouvons chez Kraepelin une grande richesse clinique grâce à des descriptions minutieuses. Bien que les travaux de Kraepelin aient pris une très grande importance au sein de la psychiatrie française, il est important de souligner qu'avant lui, d'autres auteurs avaient parlé du lien entre manie et mélancolie, notamment Baillarger qui parlera de folie à double forme et Jean-Pierre Falleret qui parlera de folie circulaire. Aristote déjà se faisait de la bile et s'interrogeait sur la mélancolie et son versant maniaque. Dans L'homme de génie et la mélancolie, que l'on nomme plus prosaïquement Problème 30, il écrit
Pour quelles raisons tous ceux qui ont été des hommes d'exception, en ce qui regarde la philosophie, la science de l'État, la poésie ou les arts, sont-ils manifestement mélancoliques, et certains au point même d'être saisis par des mots dont la bile noire est l'origine? Plus loin, il écrit « La bile noire est froide par nature, et n'étant pas à la surface quand elle se trouve dans l'état qui vient d'être décrit, si elle est en excès dans le corps, elle produit des apoplexies, des torpeurs, des athymies ou des terreurs, mais si elle est trop chaude, elle est à l'origine des états d'euthymie, accompagnés de chants, des accès de folie et des éruptions d'ulcères et d'autres maux de cette espèce. » Ainsi, la première approche médicale pose la folie, ou extasie en grec, d'une part, et les ulcères de l'autre sur la mélancolie. On nous dit qu'Empédocle, Socrate et Platon, voire Van Gogh, étaient mélancoliques. Platon, dans Phèdre, donne une des premières définitions de la folie. Il y a deux espèces de folie. Mania, entre parenthèses, l'une qui est due à des maladies humaines, l'autre à un changement, sous l'influence divine dans nos usages ordinaires. Si nous avions le temps, bien sûr, nous pourrions développer davantage sur cette distinction à faire entre une manie mélancolie productrice d'œuvres d'art et celle qui ne produit que du néant et de la souffrance. C'est à partir du problème 30 que le concept de manie semble se fixer dans la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Aristote y cite Héraclès, l'un des plus célèbres héros de la mythologie grecque, né de l'union illégitime de Zeus et d'Alcmène, plus connu chez les Romains sous le nom d'Hercule. Selon Euripide, Héra envoie Eris et Lyssa, la déesse de la folie, frapper le héros qui devient la proie d'une rage meurtrière qui le pousse à massacrer ses enfants. À son réveil, Héraclès, redevenu lucide, songe d'abord à se suicider. Thésée, qui vient d'arriver, le convainc de n'en rien faire et l'emmène à Athènes. Il accomplira les 12 travaux pour expier. Les liens unissant la manie et la mélancolie ont été entrevus donc dès l'Antiquité par Hippocrate, puis au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est Arrêté de Cappadoce qui utilisa le premier, le mot manie, pour décrire ses patients. C'est en 1686 que Théophile Bonnet fit le lien entre les deux humeurs extrêmes et forgea l'expression latine manico melancholicus. Et c'est en 1907 que le terme de psychose maniaco-dépressive est introduit par Denis et Camus en France. Ils reprennent l'ensemble des travaux de Crépine. Et oui, la manie c'est du sel et ça peut aveugler et piquer fort. Comme cette femme qui vient consulter après rupture. En phase maniaque, son amie ne la considère plus, la dénigre, la trompée même. Elle le préfère en phase dépressive. Là au moins, elle a l'impression d'être aimée et surtout de servir à quelque chose. Elle dira « Moi je vivais ces épisodes, je suivais ces cycles hauts et bas. La souffrance de la séparation d'ailleurs s'estompera très vite au fur et à mesure qu'elle saisit à quoi elle vient d'échapper. » 2 ans d'une relation folle. Ce monsieur, quant à lui, lors de sa dernière phase maniaque et dernière tentative de suicide, car ça mène souvent à cela quand même, s'est carrément injecté une dose importante de calmant pour cheval. C'est ce qu'on appelle un remède de cheval. Enfin, comme son traitement l'abrutissait, il ne le prenait pas, c'est aussi une constante. En 1915, Freud, dans son fameux texte « Deuil et mélancolie », constate que la caractéristique la plus singulière de la mélancolie est cette tendance à se renverser en symptômes opposés, soit la manie. Freud, toujours en 1921 dans La psychologie des foules et analyse du moi, émet l'hypothèse que chez ces malades, l'idéal du moi se dissout temporairement dans le moi, après avoir exercé préalablement un pouvoir particulièrement rigoureux. Chez le maniaque, le moi et l'idéal du moi ont fusionné et le voici de très très bonne humeur, puisqu'aucune autocritique n'existe plus. C'est le triomphe de la non-inhibition. Dans son œuvre, Lacan est peu loquace sur la psychose maniaco-dépressive et encore moins sur la manie en tant que telle, et c'est seulement dans le séminaire sur l'angoisse que nous trouvons matière à réfléchir. En effet, Lacan écrit « Ce qui distingue ce qui est du cycle manie-mélancolie de tout ce qui est du cycle idéal de la référence au deuil et au désir, nous ne pouvons le saisir qu'à accentuer la différence entre d'une part le rapport de A à IA dans le deuil et d'autre part, dans l'autre cycle, la référence radicale au petit a, plus enracinante pour le sujet que n'importe quelle autre relation, mais aussi foncièrement méconnue, aliénée dans le rapport narcissique. Dans la manie,
Précisons tout de suite que c'est la non-fonction du petit A qui est en cause et non pas simplement sa méconnaissance. Le sujet n'y est lesté par aucun A, ce qui le livre quelquefois sans aucune possibilité de liberté à la métonymie pure, infinie et ludique de la chaîne signifiante. Voilà pour ce bref parcours sur la manie. La folie vient du latin folis. Folis fait référence à un ballon gonflé. La folie peut être l'indication que le moi est gonflé à bloc. Notre travail est de dégonfler cette baudruche imaginaire. Notre rencontre d'aujourd'hui a la prétention de trancher sur la légitimité clinique d'utiliser l'expression psychose maniaco-dépressive, ou bien ce qui est proposé actuellement, à savoir trouble bipolaire. Pour cela, il est fondamental de saisir ce qu'on met dans ces deux concepts. Il semble qu'à la fin du 1er siècle, Arrêté de Cappadoce fut le premier à donner une description du comportement de quelques patients sous une forme qui soit proche de notre thème, mais de manière distincte. Dans son ouvrage « Des signes et des causes des maladies chroniques », livre 1, le chapitre 5 s'intitule « De la mélancolie » avec un CH. Et le chapitre 6 de la même œuvre, de la manie. Nous trouvons dans la première maladie, comme la seconde, le même signe clinique, à savoir absence de fièvre. Donc Thomas Willis, en 1681, mettra en évidence l'alternance entre mélancolie et manie, où la première est représentée par la fumée et la deuxième par la flamme. Je trouvais ça très joli. Bonnet, donc Théophile Bonnet, en 1686, fera à son tour le lien entre les deux humeurs extrêmes et proposera l'expression latine manico-melancolicus, comme a été évoqué par Diane. Boerrive, en 1709, et son commentateur Van Isvienden affirme que la manie est le degré supérieur de la mélancolie. Je le cite, non pas seulement par suite d'une métamorphose fréquente, mais par l'effet d'un enchaînement dynamique nécessaire. J'ai pioché les éléments que j'ai trouvés les éléments fondamentaux pour qu'on puisse un peu suivre l'évolution du concept. Cette hypothèse repose sur une logique strictement neurophysiologique associée aux théories en vigueur d'une époque encore influencée par Hippocrate et Galien, à savoir la relation entre l'atrabilaire et la bile noire. Hoffmann, Friedrich, en 1733, écrit que l'ensemble manie-mélancolie est un effet naturel des lois du mouvement et du choc. Vous aurez remarqué qu'on quitte ici la physiologie imaginaire de Boerrive pour entrer dans la logique physique de Hoffmann. À partir du milieu du 19e siècle, les cliniciens se concentreront sur une tentative de classification des symptômes psychiques et comportementaux de cette maladie des humeurs extrêmes. Baillarger, en 1854, décrit la folie à double forme qui s'y caractérise par, je le cite, deux périodes régulières. C'est le régulier qui est important. Deux périodes régulières, l'une de dépression et l'autre d'excitation. Simultanément, Faleret publie un article consacré à la folie circulaire, c'est son expression. Donc c'est Kraepelin, en 1899, qui individualise, dans la 6e édition de son traité, la folie maniaco-dépressive. Il élabore un système de classification de la manie et de la dépression fondé sur les symptômes. Il distingue 18 types évolutifs de folie maniaco-dépressive, dont les formes unipolaires et bipolaires sont les opposés pour autant. Ça, je trouve que c'est très important.